Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ces premières impressions sans spoiler promis à propos de Dune si vous préférez. Il s'agit bien sûr de l'adaptation tant attendue par Denis Villeneuve de la première moitié du premier livre de la saga littéraire du chef-d'œuvre de la science-fiction de Frank Herbert. Et puisqu'on parle de livres et de cinéma, j'en profite pour vous parler d'une saga littéraire hors norme qu'on doit à un mystérieux auteur resté encore à cette heure anonyme et qui est un énorme succès puisqu'on a près d'1 million d'exemplaires vendus dans le monde depuis 2006. En effet, la saga du Bourbon Kid est sponsor de cette vidéo et je vous en parle notamment à l'occasion de la sortie du dernier volume en date. C'est le 9 septembre chez Sonatine et ça s'appelle Santa Mondega. Et attention, cette fois-ci, le diable et la mort en personne sont en promenade. Un nouvel opus qui s'inscrit dans la lignée déjantée, violente et fantastique que lançait ce mystérieux auteur anonyme en 2006 avec le livre sans nom, un livre qui est disponible aux éditions Le Livre de Poche. Pour vous dresser un petit peu le tableau, il s'agit d'un véritable ovni littéraire qui va venir jouer avec les codes de films de genre et qui va multiplier les références culture pop, que ce soit celles au cinéma, à la musique ou encore aux séries télé. Vous y croiserez des tueurs plus ou moins sympathiques, de glorieux salopards, des bad girls, mais aussi des créatures carrément surnaturelles et sans pitié. Attention, c'est quelquefois gore, mais généralement avec une bonne dose d'humour noir qui permet une certaine distanciation. Alors si voir interagir une étrange amnésique, un couple de charmants idiots, des moines inspirés de Shaolin, des vampires, un barman bas de plafond et des tueurs en série vous fait envie, vous serez entre de bonnes mains, d'autant que dans cette galerie d'improbables personnages, certains deviennent récurrents, des habitués de la série si vous préférez. La saga du Bourbon Kid, c'est donc chez Sonatine pour le dernier volume Santa Mondega qui arrive le 9 septembre et les précédents tomes sont disponibles aux éditions Le Livre de Poche, à lire cul sec. J'en reviens à Dune pour mes impressions détaillées pour une critique, on peut l'appeler ainsi, sans spoiler, suite à l'avant-première qui a eu lieu ce lundi 6 septembre au Grand Rex. Sachez toutefois que j'utiliserai des images tirées de la bande-annonce du film, donc si vous ne voulez absolument rien voir du visuel avant de découvrir en salle, vous pouvez simplement écouter cette vidéo. Et pas la peine de trop faire durer le suspense, dans l'ensemble mon avis sur ce film est largement positif et je vous encourage très vivement à le découvrir vous-même en salle de cinéma, surtout pas en streaming. Et je réserve un peu mon avis définitif en termes de comparaison de ce Dune, de cette version de Dune par rapport à d'autres grands noms de la science-fiction, d'autres chefs-d'œuvre comme Blade Runner premier du nom ou encore Alien. En effet, il faudrait que je voie le film une deuxième fois, notamment dans d'excellentes conditions de type IMAX ou Dolby Cinema, pour pouvoir le situer. Et je commence donc par l'aspect visuel qui est souvent le plus commenté pour ce long métrage que j'ai envie d'appeler un film cathédrale. Comme dans une cathédrale, les proportions sont gigantesques, la dévotion flotte dans l'atmosphère comme l'épice, en suspension, et on est ébahi par le travail d'ensemble comme par les petits détails d'une sculpture ou encore d'un vitrail. Également, comme dans une cathédrale, on peut ressentir de la solennité et même peut-être une certaine froideur, sachant que je reviendrai sur ce point, la froideur, un peu plus loin. Aucun doute, le film est visuellement impressionnant, tout est pensé de manière cohérente pour nous amener en 10190 après la fondation de la Guilde spatiale. En résumé, bienvenue dans un autre monde. Et derrière ce visuel, on trouve bien sûr Denis Villeneuve en personne, mais également la patte de son directeur de la photographie, Greig Fraser, dont vous avez déjà pu apprécier le travail sans doute sur Rogue One, et qu'on retrouvera sur The Batman de Matt Reeves, qui pourrait bien marquer le premier volet d'une trilogie, on verra ce que ça donne. Que ce soit les choix de design dans les décors, dans les costumes, ou encore la prédominance de teintes naturelles, tout vient renforcer un sentiment de réalité reconstruite et nous éloigner d'un terrain qui serait plus celui de l'imaginaire ou surtout du fantasmatique. Petite exception sans doute pour la maison Harkonnen qui reste cohérente avec le reste, mais dont les designs viennent titiller nos peurs conscientes et latentes. On reviendra sur le message derrière l'apparence du baron lui-même, mais visuellement c'est très puissant.
Comme dans Rogue One que j'évoquais précédemment, ou encore dans le Godzilla de Gareth Edwards, qui était aussi le réalisateur de Rogue One, on a ici de beaux rapports d'échelle qui permettent de rendre justice à la notion d'immensité de Dune, qui parle aussi bien de la portée universelle de ses implications que de la profondeur de ses thèmes sociaux, voire philosophiques. Pour le moment, sur l'aspect visuel du film, il me reste deux légères frustrations. La première, c'est le relativement faible nombre d'interactions entre des silhouettes de taille humaine et les structures gigantesques très impressionnantes. Alors bien sûr, hein, on en a quelques-unes de ces interactions, d'où cette notion de rapport d'échelle plutôt intéressant à l'écran, mais j'aurais voulu en voir un peu plus. Quant à la seconde frustration, elle consiste tout simplement à ne pas avoir eu d'aperçu de quelques endroits, de quelques mondes supplémentaires, de quelques personnages. Alors rien d'anormal, hein, ce sont, je pense à des lieux, des personnages qui ne sont qu'évoqués hein, dans ce premier volet, mais disons que ne serait-ce qu'un monde en plus, même un bref aperçu, ça m'aurait fait plaisir en termes de variété justement des univers proposés à l'écran. Et encore une fois, hein, je rappelle que ces petites frustrations doivent être mises en perspective, sachant qu'il me faut un second visionnage complet du film, car j'avais déjà vu quelques extraits et 30 minutes du film il y a quelques semaines en salle IMAX. Là, j'ai vu le film dans son entièreté au Grand Rex, qui n'est pas une salle IMAX. En plus, j'avais pas une position parfaite par rapport à l'écran, etc. Donc, pour vraiment le juger visuellement comme il faut, il me faudra ce second visionnage dans des conditions optimales. Je pense donc que vous avez compris, hein, mais quitte à me répéter, il faut que vous voyiez ce film Dune dans des conditions optimales, aussi bien en termes d'image que de son, donc choisissez bien votre salle de cinéma. Avant d'en venir aux interprètes, j'ai envie d'évoquer avec vous la tonalité du film. En effet, certaines performances d'acteurs vont venir contrebalancer un certain sentiment de froideur. On sait que Denis Villeneuve est un véritable fan de Dune et qu'en faire un film doit être pour lui autant la concrétisation d'un rêve qu'une tâche presque insurmontable qu'il lui a fallu découper en petites étapes successives pour commencer à peine à en venir à bout. De ce fait, pas étonnant de trouver une certaine solennité dans le film que j'ai déjà évoqué. On y reconnaît bien sûr d'un côté la révérence du réalisateur pour la saga et de l'autre, eh bien, une approche finalement logique par rapport à ce chef-d'œuvre de la science-fiction et les nombreux messages qu'il porte. Bah oui, parce que bon, en découvrant la grande maison Atréide, on ne s'attendait pas forcément à voir Dame Jessica tourner les serviettes sur du Patrick Sébastien, donc un peu de tenue était de rigueur. Ceci dit, on a quand même le droit de se poser la question, est-ce que Denis Villeneuve est trop prudent, même trop emprunté face à l'énormité de cette adaptation? Est-ce qu'il prend les risques nécessaires? Et soyons fous, hein, j'ajouterais même une autre interrogation, est-ce que le grandiose trébuche parfois pour basculer un peu du côté de la grandiloquence? Vous direz sans doute que je botte en touche avec un peu de facilité, mais je vais réserver mon jugement sur ces différents points après mon second visionnage de ce film, sachant que de manière générale, mon avis initial reste largement positif, favorable à ce long métrage, à cette première partie de Dune. On espère un diptyque, voire un triptyque, hein, si les astres sont alignés pour le box-office du film. Et le reproche que je conserverai peut-être, c'est l'absence d'un petit grain de folie. Le film dégage donc de la retenue, une certaine froideur, et on peut compter sur certaines prestations d'acteurs qui ont sans doute été guidées en ce sens hein, par Denis Villeneuve lors de la mise en scène pour contrebalancer ce sentiment de froideur. Il y a deux noms hein, qui prédominent sur cette distribution en termes de performance sur ce film en particulier. Il s'agit de Rebecca Ferguson et Oscar Isaac. Oscar Isaac porte merveilleusement toute la noblesse et le charisme de Leto Atreides. J'aurais sans doute aimé l'entendre s'exprimer davantage et voir plus d'interaction avec sa concubine, Dame Jessica. Quant à Rebecca Ferguson, elle est clairement à mes yeux celle qui apporte le plus d'humanité dans le film, ce qui est paradoxal connaissant le contrôle des Bene Gesserit sur leur corps et leurs émotions. Et justement, dans certaines scènes, Rebecca Ferguson va passer d'un état de stress extrême à un parfait contrôle apparent, ce qui va bien mieux souligner ses capacités de sœur du Bene Gesserit qu'une attitude qui serait toujours monotone et égale tout au long du film. En termes de pointe d'humanité bienvenue, il faut également citer Jason Momoa, parfait en Duncan Idaho, et Javier Bardem qui donne envie d'en voir plus de Stilgar. Josh Brolin apporte beaucoup d'intensité aussi à un Gurney Halleck
que le script a presque départi de son aspect troubadour. Concernant Timothée Chalamet, je pense qu'il s'en sort très honorablement dans un rôle délicat, même si je peux imaginer qu'un ou deux autres acteurs de très grand calibre auraient potentiellement pu amener plus de présence encore au personnage, mais avant de juger, il s'agira de voir ce que Chalamet proposera dans une suite absolument nécessaire. Stellan Skarsgård incarne parfaitement l'inhumanité du baron Vladimir Harkonnen. Au sujet du personnage, on constate qu'on ne s'est pas éloigné de cette figure de style un peu facile, la grosseur physique comme métaphore d'un appétit insatiable de pouvoir comme de richesse. Et on sait bien que la maison Harkonnen est synonyme de décadence, et on n'échappe pas à une certaine imagerie qu'on pourrait éventuellement considérer comme en partie grossophobe. En revanche, d'autres aspects éventuellement polémiques du personnage, comme notamment son comportement de prédateur sexuel, ont disparu de cette adaptation, du moins pour l'instant. Au crédit de cette représentation du baron, on appréciera néanmoins une forme de majesté inhumaine qui s'éloigne nettement de la pure bouffonnerie immonde proposée dans la version de Lynch en 1984. Une chose est certaine, le personnage est terrifiant. Concernant Chani, le personnage est très peu présent puisque Zendaya a expliqué elle-même n'avoir passé que 4 jours sur le tournage. On sait bien que son rôle prendra une ampleur toute différente dans la suite, et je ne doute pas que ce sera l'occasion pour Zendaya de faire preuve à nouveau d'un talent qu'elle a déjà démontré malgré son jeune âge. Avant de terminer en vous parlant du rythme du film, quelques mots bien nécessaires sur la bande originale composée par Hans Zimmer. Même si, je dois l'avouer, je n'ai pas encore de thème marquant de Dune en tête, il faut dire que je n'ai pas l'oreille très musicale, ce qui est certain, c'est que cette musique accompagne et transcende le propos du film, aussi bien dans son immensité spatiale que dans ses aspects épiques ou mystiques. Les compositions de Hans Zimmer jouent un grand rôle dans la capacité du film à nous emporter. En résumé, l'immersion est totale. Les propositions sonores entre percussions tonitruantes, instruments et langues inventées, chœurs transcendants, mélodies chuchotées, tout cela est fascinant et mérite de nombreuses nouvelles écoutes attentives. Si j'ai choisi de terminer cette critique sans spoiler de Dune en évoquant le rythme du film, c'est bien sûr parce qu'il s'agit d'une question essentielle, notamment pour un film aussi long, il fait quand même 2h35, mais aussi parce que c'est un point qui est souvent évoqué au regard de Blade Runner 2049 du même réalisateur. Avant de vous dire si vous risquez ou pas de vous ennuyer, il faut d'abord que je vous parle d'exposition, puisque ce premier volet, du moins on l'espère, a la très lourde tâche de devoir introduire un univers vaste et potentiellement complexe à des spectateurs en présupposant qu'ils en ignorent tout. Cette exposition, elle est donc bien présente, elle est nécessaire, indispensable. Par certains aspects, elle est bien menée, que ce soit au travers d'un dialogue dans certaines situations. Par d'autres, j'ai déjà vu plus subtil, puisqu'on est presque au niveau d'une présentation PowerPoint. J'exagère un peu, mais à peine, même si ça se comprend dans la scène dans laquelle on peut voir ça. Et malgré tout, il faut dire que certains concepts importants de l'univers de Dune ne sont pas directement ou voire pas du tout évoqués. Par exemple, on n'a aucune mention explicite au fameux djihad butlérien qui explique pourquoi on n'a pas de machine ultra développée d'intelligence artificielle dans ce monde, et ça explique notamment la présence des mantas, les humains qui sont entraînés pour être capables de calculs comparables à ceux d'ordinateurs, et tout ça est passé sous silence. Et sans même parler d'approfondissement, il me semble qu'on manque d'un peu de développement sur les aspects politiques, sur les grandes puissances de cet univers, de cet empire, avec par exemple la place précise de la guilde spatiale, le rôle du Landsrat, ou encore la chaume, que vous pouvez voir sur ce t-shirt. A contrario, et heureusement, on lève le voile, si j'ose dire, sur les Bene Gesserit, du moins une partie du voile. On comprend un peu certains des tenants et aboutissants de leur manipulation dans l'ombre sur les millénaires, mais évidemment, on doit cela au scénario, puisque évidemment ça s'y prête. Alors j'espère que dans les prochains volets, on aura justement des développements, quand le moment sera venu, sur les autres organisations que j'ai citées, et d'autres d'ailleurs que je n'ai pas citées à dessein. On a donc certains sujets qui ne sont pas forcément développés, alors que par ailleurs, le film ne rechigne pas à la contemplation. Par exemple, là on passe nettement plus de temps que je ne l'aurais cru initialement sur la planète Caladan avant d'arriver sur Arrakis. Le bon côté, c'est qu'on évite la surcharge d'informations pour accueillir les néophytes en douceur, quitte à les laisser peut-être un peu perplexes sur certains points de l'univers,
et éventuellement d'éveiller quelques frustrations chez les connaisseurs. Mais attention toutefois, pas de panique, puisque à vrai dire, ces considérations que je viens de vous livrer ne me sont pas du tout venues à l'esprit lorsque je visionnais le film. Ça ne m'est venu qu'après, dans cet effort d'analyse que je dois produire bien sûr, pour vous proposer quelque chose de construit, donc pas de quoi gâcher le film. Et par ailleurs, en termes de véritable qualité de cet immense blockbuster que reste Dune, puisqu'il y a quand même des séquences très épiques, de l'action qui vient contrebalancer cet aspect contemplatif, eh bien on a un film à très gros budget, 165 millions pour la production seule je suppose, qui prend son temps, qui nous prouve qu'on peut faire un film à très grand spectacle sans faire des retournements de situation toutes les 2 minutes de peur de perdre l'attention du spectateur, et rien que pour ça, ça fait vraiment du bien, et donc il faut soutenir cet effort. Au final, mon principal regret réside sans doute dans l'équilibre global du film, et ça se joue à 5 minutes, 10 minutes près maximum, et je pense qu'on aurait pu réduire la voilure sur la connerie, ah non, pas la connerie, je me trompe de film, réduire la voilure sur le contemplatif pour venir enrichir un peu certains personnages secondaires. Et je pense en particulier au passé de Gurney Halleck ou encore de Duncan Idaho, au statut de Liet Kynes par rapport aux Fremen, ou encore à la relation entre Leto et Jessica. Enfin, assez étrangement, je dois dire, c'est sans doute dans son dernier tiers que le rythme du film paraît le plus fragile, le plus étiré. Et je pense par exemple à un passage sous une tente, sans trop en dire, qui aurait pu être soit enrichi, soit raccourci, puisqu'on a notamment certaines révélations qui arrivent dans le livre à ce moment-là, mais qui n'apparaissent pas dans le film. En conclusion, et ce message je pense que je l'ai assez répété, vous l'aurez compris, voyez Dune sur le plus bel écran possible que vous ayez à disposition près de chez vous, et surtout pas en streaming. Forgez-vous votre propre opinion, bien sûr, pour ça je peux compter sur vous. Et puis surtout, on va essayer de convaincre, au travers du box-office notamment, c'est le principal levier, Warner Bros, de produire là ou les suites qui sont totalement indispensables à ce premier volet et qui portent un potentiel extrêmement élevé. Et bien entendu, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si vous ne l'avez pas aimé du tout, laissez un pouce en l'air, et inversement. Et puis bien sûr, si vous ne faites pas tout ça, je serai obligé de faire appel à un Chayoulud qui viendra vous gober entièrement dans votre appartement, votre maison, votre bagnole, peu importe, vous êtes foutu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!